En 1988, l'exploitation de la ligne de chemin de fer qui traversait l'île de Terre-Neuve était abandonnée. Alors que le dernier train s'arrêtait à la gare de Port-au-Basque, une page de l'histoire du transport provincial se tournait. Mais une autre allait alors s'écrire. Les 883 km de voies abandonnées ont fourni les bases d'un projet de sentier entre Port-au-Basque sur la côte ouest et la capitale, St. John's, à l'extrémité est de la péninsule d'Avalon. Le 10 juillet 1997, le parc provincial du Trailway terneuvien était inauguré. À partir du Driftwood Inn sur Nicholsville Road à Deer Lake, il est facile de rejoindre Maydam Road, la route du barrage, qui donne accès à la voie ferrée. Il s'agit d'une route en terre battue parallèle à l'ancienne voie ferrée, mais beaucoup plus confortable et qui monte vers le barrage. La montée se fait parallèlement au canal Humber vers le côté nord du Grand Lake où se trouve le barrage. Ce barrage contrôle le niveau d'eau du lac qui alimente le canal qui descend vers la station hydroélectrique de Deer Lake. Cette partie de la voie ferrée traverse le royaume du Caribe. Alors, gardez votre caméra sous la main. Encore quelques kilomètres de route et c'est l'arrivée au barrage. Maindam est une monstrueuse structure de béton mesurant 23 mètres de haut et 244 mètres de long. Sur la droite, Grand Lake s'étire vers le sud sur 130 km. Cet énorme réservoir couvre 497 km², une superficie bien supérieure à celle de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Une barrière empêche le passage sur le sommet du barrage pour des raisons de sécurité. Le sommet semble très étroit et pourtant, le train y passait. Il est bien sûr très dangereux de nager près du barrage, dont les vannes peuvent s'ouvrir à tout moment. De l'autre côté, tout en bas, le lit rocailleux de Junction Brook, seul passage pour poursuivre la route. Daniel, don't touch! Après le barrage, le chemin devient difficile, puis s'améliore progressivement avec une succession de lignes droites entre plaines de mousse et forêts. Il
il y a toujours de fortes chances de rencontrer des caribous. Alors, ouvrez l'œil. Encore quelques kilomètres dans la forêt et on retrouve le rivage du Grand Lake qui se transforme en plage de sable blond. On est alors à environ 4 km de Harley. Juste après ces plages se trouve le pont de Harley. Un pont basculant qui n'est plus opérationnel mais où se trouvent encore les vestiges des câbles et contrepoids qui permettaient son fonctionnement. Ce pont levant permettait le passage des navires entre Grand Lake et Sandy Lake, situé plus au nord-est. Les capitaines contactaient l'agent local du chemin de fer qui levait alors une partie du tablier du pont pour permettre le passage des navires. Les maisons un peu plus loin correspondent à la périphérie d'Harley. Des panneaux sur les arbres bordant le chemin annoncent le fameux centre commercial de Harley. En prenant sur la gauche à la hauteur du garage des pompiers, on rejoint le centre commercial. On y trouve de tout, et surtout de l'essence, des sandwichs et de la bière fraîche. Nous repartirons même avec un bon cadeau. À la sortie de Harley, une nouvelle surprise et de taille. Un des 120 000 mousses de l'île attendait nos caméras. Descendant des 4 spécimens introduits en 1904, il peut peser jusqu'à 500 kg et mesurer 2 mètres à l'épaule. Son seul prédateur à part l'homme est l'ours noir depuis que le dernier loup a été tué en 1922. Après Harley, on a environ 6 km de ligne droite à travers la forêt avant un premier pont. Ensuite, c'est la montée dans l'étroite vallée de Kitty's Brook. Les premiers chalets construits à partir de wagons font leur apparition.
chemin commence à serpenter dans la montée vers les topsails et les arbres sont rapidement remplacés par des buissons de chaque côté de la voie. On imagine assez facilement le train dans cette montée. Puis ce sont les lacs, une succession de plans d'eau ovales et circulaires, fort justement nommés Chain Lake, la chaîne des lacs. Quelques kilomètres plus loin, on trouve une série de chalets plutôt rustiques. Certains ont été construits il y a de nombreuses années, souvent par des gens travaillant sur le chemin de fer. Aujourd'hui, ce sont des abris de chasse. On se trouve dans une des régions les plus giboyeuses de l'île, avec des mousses, des caribous, des perdrix, des canards et des oies en grande quantité. Puis apparaissent les énormes et étonnants pitons rocheux des topsails. Gaff topsail, main topsail et mizzen topsail. Ce sont les restes du niveau du sol originaire. La surface du sol était là où se trouvent aujourd'hui les sommets. Tout autour, l'érosion est passée, laissant les topsails seuls et majestueux. Les premiers voyageurs ont vu ces pitons rocheux comme les voiles d'un navire voguant sur un océan de rochers et leur ont donné des noms de voiles, hunier, grand voile et misaine. Au pied du Gaff topsail, sur la droite, se trouve le départ d'un chemin conduisant au sommet, d'où l'on peut, près du Inukshuk, prendre la mesure du paysage. La pause au sommet du Gaff topsail nous a permis de rencontrer des motards du Nouveau-Brunswick qui se dirigeaient, eux, vers Buckens. Après la descente du Gaff topsail, le chemin prend plein sud vers le mizzen topsail. Le terrain autour devient plus humide et les marais font leur apparition. On aperçoit les restes des barrières à neige installées dans les années 50 pour éviter la formation de congères sur les voies. La neige pouvait contraindre le train à s'arrêter et les passagers pouvaient rester bloqués plusieurs jours. Après un nouveau groupe de chalets, on se retrouve au sommet, c'est-à-dire sur le point le plus haut de la voie ferrée, à 474 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le panneau indique que l'on se trouve à 328 miles de St. John's, la capitale provinciale. La prochaine pause se fera à la Carrière, une arène de roc découpée au cordeau. Le granit de Gaff topsail a été utilisé pour de nombreux aménagements de la voie ferrée tout au travers de l'île, mais également comme pierre de construction sur Water et Duckworth Street à St. John's, dans la construction notamment du palais de justice et de la gare de St. John's, achevée en 1902. À 3 km environ de cette carrière, un panneau indique l'emplacement de la carrière ouverte en 1893 pour la construction de la voie ferrée. Des milliers de caribous se trouvent aussi dans la forêt à l'est de cette carrière, mais ce sont des perdrix que nous allons croiser sur la voie. Sur le bord du chemin, les anciens poteaux télégraphiques qui longeaient la voie ferrée et qui ont été coupés.
Un des derniers ponts des Topsails est celui qui passe au-dessus de Mary March Brook. Cette rivière traverse ce qui était le territoire des Béotucs, les Peaux-Rouges de Terre-Neuve. Elle doit son nom à l'une des dernières survivantes de ce peuple, Mary March, démastuite de son nom indien, décédée en 1820. Une nouvelle rencontre avec des gens du Nouveau-Brunswick qui revenaient de Boatwood, situé au nord de Bishop Falls, et qui se dirigeaient vers Port-au-Basque pour prendre le ferry pour le continent. C'est à Millertown Junction que le chemin de fer de Buckens rejoignait la ligne principale de Terre-Neuve et où les voyageurs en route vers Millertown et Buckens changeaient de train. C'est également ici que les trains étaient souvent retardés lorsque la voie traversant la butte Gaff Topsail était bloquée. Il reste 24 km avant Badger, mais on aura encore une surprise en sortant de Millertown Junction en découvrant un caribou qui faisait la sieste devant un chalet. Badger, avec son restaurant et ses boutiques, annonce le retour à la civilisation. À la sortie de Badger, le pont au-dessus de Badger River nous amène sur la rive nord de la rivière des Exploits. Sur cette portion, le chemin est parallèle et proche de l'autoroute Trans-Canada, qui, heureusement, n'est pas toujours visible ou audible. Il arrive pourtant que l'on passe dessous. L'arrivée du chemin de fer à Grand Falls a fait de cette communauté l'une des gares de marchandises et de voyageurs les plus animées. La région offrait d'énormes ressources en raison de son accès à de riches terres forestières, de la possibilité d'hydroélectricité et de la proximité du port en eau profonde de Boatwood. Après la construction de l'usine de pâte à papier en 1909, Grand Falls est vite devenu un arrêt très important sur la ligne de chemin de fer.
Après 160 km de route, ce sera un arrêt au Trailway. Les 14 km qui séparent Grand Falls de Bishop Falls se font facilement sur un chemin bordé de buissons et d'arbres. En arrivant sur Bishop Falls, les choses changent et il y a plein de choses à voir. Un tunnel sous l'autoroute annonce l'arrivée dans cette vieille ville ferroviaire. On se retrouve sur la rive nord de la rivière des Exploits, parallèlement à la route principale. À proximité de l'ancienne gare se trouve une locomotive et plusieurs wagons qui permettent de remonter le temps. Le pont au-dessus de la rivière des Exploits est le plus long pont de la province de Terre-Neuve. Avec ses 4 travées d'acier, il atteint 282,50 m. Il a été restauré en 1998 par le parc provincial du Trailway et la ville de Bishop Falls. Le pont actuel a été construit en 1901 après que 2 précédents ponts en bois aient été emportés par les glaces du printemps. Après le pont, on se retrouve sur la rive sud de la rivière des Exploits, en direction de Norris Harm. La rivière des Exploits est la plus longue et la plus large des rivières de Terre-Neuve. Elle prend naissance au Red Indian Lake, puis s'écoule sur 246 km pour finir ici, dans la baie des Exploits. Le lit de la rivière couvre une surface de 12 000 km², une surface supérieure par exemple à celle de la Jamaïque. Le train est arrivé à Norris Harm en 1893. Cette communauté s'est développée du jour au lendemain, car c'était le seul point de la baie Notre-Dame accessible en train. C'était aussi le dernier port où la compagnie pouvait obtenir du matériel de construction pour le chemin de fer jusqu'à ce qu'il rejoigne Corner Brook dans la baie des Îles, 240 km à l'ouest.
Après Norris Arm, le chemin est très confortable et l'on arrive rapidement à Notre-Dame Junction. Notre-Dame Junction fut l'une des premières gares du Newfoundland Railway. La gare a été construite en 1898 lorsqu'a commencé la construction de la ligne secondaire vers Lewisport. Elle est rapidement devenue un arrêt important quand Lewisport s'est elle-même transformée en un port de premier plan vers le nord de Terre-Neuve et le Labrador. Nous décidons de prendre la branche secondaire jusqu'à Lewisport, soit à 40 km, aller-retour. De 1906 à 1909, durant la construction de l'usine de papier à Grand Falls, les matériaux de construction et la machinerie pour ce projet ont transité par Lewisport, car il n'y avait aucune route ni voie ferrée pour aller à Boatwood. De même, à la fin des années 1930, le charbon, le pétrole, le gaz et les matériaux nécessaires à la construction de l'aéroport de Gander ont été transportés à partir d'ici. Après le début de la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1939, le terminal de Lewisport grouillait d'activité car il est devenu une importante base d'opération pour les forces canadiennes. Le ravitaillement en carburant aviation pour Gander revêtait une telle importance pour les militaires que des canons ont été installés pour défendre l'endroit contre des attaques éventuelles de sous-marins allemands. De retour à Notre-Dame Junction, nous reprenons la voie principale vers Gander. Quelques kilomètres et c'est l'arrêt et la photo souvenir au Frog Rock, une peinture sur rocher au bord du chemin. À environ 25 km de Gander se trouvent les villes de Glenwood et Appleton, séparées par la rivière Gander et reliées par deux ponts, l'un sur l'autoroute Trans-Canada, l'autre sur l'ancienne voie ferrée. Ces villes se sont formées à la fin des années 1800 lorsqu'une compagnie forestière est venue s'installer. Aujourd'hui, la plupart des résidents travaillent à Gander. Gander est né en tant que piste d'atterrissage. Sur ce plateau élevé et recouvert de forêt au centre de Terre-Neuve, c'est tout ce que c'était. Une piste d'atterrissage dont la construction a commencé en 1935 et qui est devenue opérationnelle en 1938 pour permettre les vols transatlantiques entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939, l'aéroport est devenu un avant-poste stratégique et près de 10 000 personnes travaillaient et vivaient à proximité des pistes. Gander, à l'origine, a été construite près des pistes. Dans les années 50, le trafic aérien est devenu si important qu'il a été décidé de reconstruire la ville sur un site plus éloigné des pistes. L'ancienne ville a été abandonnée, mais ses ruines sont encore visibles près de l'aéroport. Les rubans d'asphalte dessinent les contours de ce qui étaient les bâtiments d'origine. Gander tire vraisemblablement son nom du lac Gander, situé à proximité. Gander signifie jar, c'est-à-dire le mâle de loi. Si vous prenez une carte du centre-ville de Gander en traçant le parcours des rues principales que sont Elizabeth, Hindenburg et Memorial Drive, et que vous retournez la carte, les rues forment alors une tête d'oie. À partir de la voie principale, il est possible de prendre un chemin qui rejoint l'autoroute Trans-Canada, puis les principaux hôtels de Gander. Il faut compter environ 15 minutes de route.
De retour sur la voie principale, nous découvrons que le chemin est recouvert d'asphalte sur plusieurs kilomètres et fréquenté par de nombreux usagers. Pour sortir de Gander, le chemin serpente dans la zone commerciale, puis 1 kilomètre après l'intersection avec Garrett Road, le chemin longe l'ancienne ville de Gander, puis l'aéroport, avant de s'enfoncer de nouveau dans la forêt, en direction de Gambo. Gambo est la ville de naissance de Joseph Smallwood, dit Joe Smallwood, considéré comme un des pères de la Confédération. Homme politique, il s'est battu pour que Terre-Neuve rejoigne le Canada, ce qui s'est fait le 31 mars 1949. Premier ministre de Terre-Neuve de 1949 à 1972, il est présent partout à Gambo. À la sortie de Gambo, le chemin passe au-dessus de Gambo River sur un ancien pont restauré. De chaque côté du pont, des outardes, appelées également bernaches. À une vingtaine de kilomètres de Gambo se trouve l'intersection avec la route menant à Glovertown. Puis ce sont les rives du lac Macless.
Terra Nova, ancienne ville ferroviaire, est aujourd'hui un lieu de villégiature où l'on trouve essentiellement des résidences secondaires. Entre Terra Nova et Port Blandford se trouve Northwest River, avec ses chutes et son pont magnifique. Le chemin longe ensuite les rives de Cloud Sound en direction de Port Blandford. Créé à la fin des années 1870, Port Blandford est devenu un centre de l'industrie du bois et de la construction navale. Lorsque l'endroit était desservi par le chemin de fer en 1892, bien des gens des régions environnantes ont été attirés dans ce nouvel établissement qui est devenu la tête de ligne pour la baie de Bonavista et la gare terminus pour les vapeurs côtiers. Après Port Blandford, le chemin longe l'autoroute transcanadienne pendant plusieurs kilomètres en direction de Thorburn Lake. Thorburn Lake, lieu de villégiature par excellence, est entouré par près de 150 chalets.
Les premières voitures annoncent l'approche de Shoal Harbour River avec plusieurs ponts faisant passer le chemin d'un bord et de l'autre de la rivière. Juste avant la ville de Shoal Harbour, c'est une échelle à poissons qui barre la rivière. Après avoir serpenté à travers les rues et les maisons, on approche de la gare de Clarenville. À proximité, un projet de restauration de la voie ferrée. La gare de Clarenville, dont le quai était toujours bondé de monde entre 23h et minuit à l'arrivée de l'express de St. John's, est la gare qui, sur cette portion de la voie ferrée, compte le plus de matériel en parfait état d'entretien, mais également pour certains en état de marche. Après la gare de Clarenville et le passage devant le Trailside Saloon, le chemin serpente à nouveau à travers la ville et les bois, en descendant vers le port.
Le passage sous l'autoroute marque le retour en pleine nature, en direction de Goobies. Quand le chemin cesse de monter, le paysage alterne entre prairies et forêts, et on a alors une vue spectaculaire sur la vallée qui descend vers Goobies, avec une maison en forme de grange qui semble posée au milieu de nulle part. Goobies, d'où nous sommes partis 5 jours plus tôt, annonce la fin de ce voyage consacré à la partie de la voie ferrée comprise entre Deer Lake et Goobies. Back won't be no trains coming down the west. Well, they took apart that band of steel down in the wreckers' yard, and they left me standing here dragging my heels, trying to get tough and try and get hard. Well, you can't wait by the railroad track, won't be no trains coming down the west. You can't wait, but they won't be back, won't be no trains coming down the west. And you won't see the lights in the passenger cars, pictures in the window frame. And you won't hear them shouting out all aboard, last call for the St. John's train. Well, you can't wait by the railroad track, won't be no trains coming down the west. You can't wait, but they won't be back, won't be no trains coming down the west. Echoing round Athens, but all I know is it'd feel alright if I heard them echoing, echoing, echoing.